Hambourg, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 1h30. C'est un jeu de la City Collection de Stefan Feld, qui est en fait la réédition du jeu Bruges, sorti en 2013. Donc un petit peu modifié, mais avec exactement le même principe et les mêmes règles. Donc je vais vous expliquer les règles pour jouer de 2 à 5 joueurs. Je vais expliquer les règles du jeu de base en premier. Et ensuite, j'expliquerai les petites extensions qui sont incluses dans la boîte, les unes après les autres, et vous pourrez moduler un peu tout ça, jouer avec plus ou moins d'extensions en fonction de vos envies. Dans Hambourg, vous jouez le maire de la ville d'Hambourg, et votre but, ça va être d'essayer de faire prospérer cette ville en construisant des bâtiments et en interagissant avec ces différents personnages de la ville, pour être élu maire suprême de la ville, donc être le joueur qui a le plus de points de prestige à la fin de la partie. Pour la mise en place, vous allez mettre le plateau principal au centre de la table, qui représente donc la ville de Hambourg. Sur ce plateau, vous allez placer en premier donc les petites tuiles ici de compteur de tours, avec donc la tuile 1 heure en premier, puis 2 heures, puis 3 heures, puis 4 heures. Ces tuiles-là, elles serviront à chaque tour pour compter les actions que les joueurs vont faire. On fera 4 actions par tour. Vous allez mettre 8 jetons clairs à côté de l'église Saint-Michel. Donc là, on a une petite église représentée. Ces 8 petits pions, ça va servir aussi de compte-tour, parce qu'à chaque tour, il y aura un pion qui sera placé sur une des cases de l'église ici. Donc au début, vous les mettez tous ici. Vous avez des jetons intrigue à mettre sur le plateau ou à côté du plateau. Vous les mélangez en début de partie et vous les placez sur leur face avec le petit personnage. De l'autre côté, vous aurez des faces colorées qui vont représenter des catastrophes que je vais expliquer après. Vous allez avoir des statues de Hummel à mettre en place. Donc Hans Hummel, c'est sans doute un personnage connu de cette ville. J'en sais pas beaucoup plus. Ces personnages-là, en fait, en début de partie, ces petites statues, vous allez en utiliser un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 2 joueurs, comme j'ai présenté ici, vous utiliserez la statue de valeur 9, celle de valeur 7, de valeur 4 et de valeur 2. Donc vous mettrez celle de valeur 9 sur le plateau à cet emplacement. Donc normalement vous la mettez à la verticale, je l'ai mise pour la caméra. Et vous mettez les autres sur le bord du plateau. Si vous jouez à 3 joueurs, il faudra utiliser celle à 9, 7, 6, 5, 4 et 2 points de victoire. À 4 et 5 joueurs, vous les utiliserez toutes en fait. Il y a plusieurs statues qui ont plus ou moins de points, sont à mettre dans la boîte ou à utiliser en fonction des configurations du nombre de joueurs. Ensuite, toujours sur ce plateau, chaque joueur va placer un pion à sa couleur, donc il y a 5 couleurs possibles dans le jeu, puisqu'on peut jouer jusqu'à 5, sur une des marches de la mairie, donc tout en bas. Et on va pouvoir essayer de faire progresser ce pion au fil de la partie. Et chaque joueur va aussi placer un deuxième pion à sa couleur sur l'emplacement 5 points de victoire du plateau. Autour du plateau, c'est là qu'on va compter les points. Pour la mise en place du plateau principal, c'est tout. Ensuite, on va avoir donc une réserve avec des jetons remparts. Donc on utilisera pendant la partie. On va avoir une réserve de pièces, donc il y a des pièces de 3 et des pièces de 1. On va avoir des jetons d'activation, qu'on met en tas quelque part. On va avoir des ouvriers, donc les ouvriers sont de 5 couleurs différentes. Et ces ouvriers-là, on va en donner un à chaque joueur. Donc chaque joueur va avoir son petit plateau personnel. Sur ce plateau personnel, on va prendre un ouvrier de chaque couleur et le placer sur les petites maisons correspondantes. Donc vous avez le violet, le rose, le gris, le jaune et le marron. Donc on en aura un en début de partie. On va aussi avoir 5 pièces en début de partie, donc une pièce de 3 et 2 pièces de 1. Sur notre plateau, on va avoir un jeton de tour à placer au centre, en haut du plateau. Et sur la gauche et la droite de ce jeton de tour, c'est là qu'on va construire éventuellement les remparts pendant la partie. On va avoir 5 pistes de catastrophes. Sur ces pistes de catastrophes, il faudra mettre 3 petits pions à chaque fois de la couleur correspondante. Donc on va avoir différentes catastrophes possibles et ces pions-là vont servir à déclencher ou pas les catastrophes, essayer de faire en sorte de gérer ces jetons pour éviter d'avoir des problèmes. Donc vous mettez 3 jetons de chaque couleur sur chacune des pistes, sur les emplacements les plus à gauche. Et vous verrez au fil de la partie, ces jetons vont se décaler jusqu'à déclencher la catastrophe si les 3 jetons se décalent sur la partie droite. Ensuite, vous allez avoir 5 petits pions de majorité. Donc ces pions-là, vous les mettez sur leur face visible. De l'autre côté, vous avez un symbole de 4 points de victoire. Si vous arrivez à avoir la majorité à un certain moment de la partie sur ces différentes possibilités, ces différentes pistes, vous allez pouvoir les retourner les jetons. Ensuite, vous allez déterminer un premier joueur qui va recevoir le jeton blason et le petit jeton Stefan Feld.
Vous allez avoir donc des dés que vous allez donner au premier joueur pour la première manche. Et enfin, vous allez avoir surtout 5 tas de cartes qui vont correspondre à 5 couleurs différentes et à plusieurs types de bâtiments différents. Vous allez avoir donc dans le tas violet différents types de bâtiments qui sont représentés sur l'église ici. Même chose sur le tas orange, le tas gris, le tas rose, le tas marron. Et parmi toutes ces cartes, vous aurez des cartes de zoo et des cartes de parc qui sont un peu spéciales, que vous allez aussi pouvoir construire. Donc là-dedans, en fait, vous allez avoir toutes les cartes de bâtiments qui vont pouvoir être construites pendant la partie. Et il y a en tout 22 types de bâtiments différents ou de personnages différents. C'est des bâtiments ou des personnages qui vont vous aider en fait. Et au début de la partie, vous allez prendre une carte de chaque tas et mélanger ce tas pour faire une défausse. Donc vous voyez ici les différents types de cartes. Je vais y revenir évidemment pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc vous aurez une défausse ici avec les différentes cartes que vous allez jouer pendant la partie. Et il y a déjà 5 cartes de placer dans la défausse en début de partie. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Vous avez éventuellement des aides de jeu que vous allez pouvoir donner à tous les joueurs qui vont résumer les différentes phases d'un tour, qui vont résumer les différentes actions possibles lors de la phase d'action, et le décompte de fin de partie. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer de toute façon. Une partie de Hambourg va durer exactement 8 manches. À chaque manche, il y aura 4 grandes phases à faire. Des phases qui vont se faire en simultané assez rapidement, et une phase principale, la phase 3, qui va être la phase d'action où on va jouer les cartes pour faire une des 6 actions possibles à notre tour. Donc ces phases, elles sont résumées là-dessus. La première phase, donc au tout début de la partie, chaque joueur, dans l'ordre du tour, donc en commençant par celui qui a le blason et dans le sens aigu d'une montre, va piocher 5 cartes parmi les decks de cartes qui sont à disposition. Les cartes qu'on va piocher, on doit les piocher toutes d'un coup, c'est-à-dire on peut pas les piocher une par une et les regarder à chaque fois. Et on peut choisir de les piocher dans n'importe quel temps. On peut prendre 5 cartes de la même couleur, on peut panacher ça, prendre une carte de chaque, on fait vraiment ce qu'on veut. En tout cas, on doit faire sa main à la première phase d'une manche pour avoir 5 cartes en main, c'est notre limite. Et à cette phase, donc première phase, une fois qu'on a pioché chacun dans l'ordre du tour nos 5 cartes, on va pouvoir activer éventuellement les pouvoirs des parcs qu'on aura éventuellement construits. Donc au premier tour, il n'y en a pas évidemment, mais plus tard, on va pouvoir construire des cartes de type parc qui vont donner une sorte de petits revenus, qui pourront être des points de victoire, des nouvelles cartes à piocher, ou ce genre de choses. Donc ça, voilà, c'est la première phase, elle est toute simple. On pioche des cartes, on refait sa main à 5 cartes. Au début, on n'a rien, donc on pioche 5 cartes. Pour les tours d'après, on verra en fonction des cartes qui nous restent en main, on refera sa main pour arriver jusqu'à 5 cartes. Donc on le fait tout ça dans l'ordre du tour, ça va très vite. La deuxième phase va consister à lancer les dés. D'abord, donc le premier joueur, on peut dire, va lancer les dés, ça peut être n'importe qui. Et ces dés-là, on va les placer sur les petits nuages qui sont en haut, en faisant correspondre évidemment les couleurs. Donc vous avez en tout 6 dés, et donc 6 couleurs. Et une fois que vous aurez placé ces dés, il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer. Donc déjà, on va regarder en priorité le dé noir. Le dé noir va déterminer à quel endroit on va envoyer le clair dans l'église. Donc là, le dé noir a une valeur de 1. Donc vous voyez, vous avez les valeurs ici. Donc on envoie le personnage sur le petit vitrail de valeur 1. Donc ça, voilà, c'est un truc qu'on fait rapidement. Ensuite, on va regarder tous les dés qui ont une valeur de 5 ou 6. Les dés qui ont une valeur de 5 ou 6 vont faire progresser les marqueurs de catastrophe sur le plateau de tous les joueurs. Donc là, on voit que le dé violet a une valeur de 6. Ça veut dire que chaque joueur va devoir déplacer un de ces petits marqueurs de catastrophe violet vers la droite. On a aussi une valeur 5 en gris, donc même chose. Sur la piste grise des catastrophes, on doit faire progresser un de ces marqueurs. Donc ça, on le fait tous simultanément. On regarde tous les 5 et les 6 et on fait progresser. Si jamais il y avait eu un 5 ou un 6 sur le dé noir, en plus d'avoir placé le clair à l'église, chaque joueur, dans l'ordre du tour, va piocher un jeton d'intrigue ici, le révéler et faire progresser, encore une fois, un marqueur catastrophe sur la couleur qu'il a pioché. Donc là, ça aurait été à nouveau une catastrophe grise, donc j'aurais fait progresser un deuxième marqueur sur la piste grise. Et les jetons ensuite sont défaussés. Bon, là, c'est pas le cas, il n'y a pas de 5 ou de 6, donc je vais laisser le petit jeton ici. Une fois qu'on a fait toute cette petite mise en place, chaque joueur, dans l'ordre du tour, va avoir la possibilité de faire monter son petit personnage sur la place de la mairie. Et pour ça, il va devoir payer autant de pièces que la somme des valeurs des dés
de 1 et de 2. Donc là, par exemple, il y a 3 dés de valeur 1, un dé de valeur 2, donc on va additionner tous ces dés. Donc ça fait 1 plus 1 plus 1, ça fait 3 plus 2, ça fait 5. Ça voudrait dire que pour monter de une case sur la piste de la mairie, il faudrait que les joueurs payent 5 pièces. Donc ça, dans l'ordre du tour, chaque joueur va décider s'il veut payer ces 5 pièces ou passer. S'il passe, il se passe rien. S'il paye, il fait avancer son petit personnage de une case. Et donc, plus il y aura de dés de valeur 1 ou 2, plus ça va coûter cher. S'il n'y a pas du tout de dés de valeur 1 ou 2, dans ce cas-là, c'est pas gratuit, on n'a juste pas le droit d'avancer son petit personnage sur la piste de la mairie. Donc voilà, chacun va faire ça, et pareil, ça se fait assez vite, et c'est la fin du coup de la deuxième phase d'un tour de jeu, ou d'une manche. La troisième phase d'un tour de jeu, c'est la phase d'action. C'est la phase principale d'un tour de jeu, donc je vais prendre mes 5 cartes pour vous expliquer précisément comment ça va se passer. Donc les 5 cartes que j'ai piochées au tout début. Donc ces cartes-là, on les a en main, on les analyse, on regarde un peu comment elles fonctionnent, et je vais vous les expliquer tout de suite. Donc le principe d'une carte, c'est toujours un peu le même. Vous allez avoir sur la gauche de la carte, au-dessus du bandeau, le prix pour construire le bâtiment correspondant. Au milieu du bandeau, en haut, vous allez avoir le type de bâtiment. Donc ces types-là, je vous dis, il y en a 22, ils ont tous une signification, mais je ne vais pas vous les détailler tous. Retenez bien juste l'icône. Et ces icônes-là, je vous dis, vous les retrouvez au niveau de l'église ici. Ça va être un principe de multiplicateur de points de victoire que je vais expliquer après. Donc voilà, le type de bâtiment, ça va avoir son importance avec l'église ici. À droite, vous allez avoir le nombre de points de victoire que va vous rapporter le bâtiment s'il est construit chez vous à la fin de la partie. Et en bas, dans le bandeau, vous aurez la petite capacité du bâtiment. Donc ces capacités-là vont être de plusieurs sortes. Vous allez avoir les capacités avec des chiffres romains à gauche qui vont correspondre aux différentes phases dans lesquelles les bâtiments vont pouvoir être activés. Donc là, vous voyez, vous avez un 3, ça veut dire que ce bâtiment-là va pouvoir être utile pendant la phase 3. Pendant la phase 3, vous pourrez utiliser ce bâtiment. Vous avez des bâtiments qui vont s'activer pendant la phase 1. Donc ça, c'est les parcs, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les parcs, quand vous les construirez, ils vont vous rapporter un petit revenu qui s'activera pendant la phase 1. Vous avez des bâtiments qui s'activeront pendant la phase 2, d'autres qui s'activeront pendant la phase 4. Donc ça, c'est les différents bâtiments. Vous aurez aussi des bâtiments avec un petit symbole d'infini. Ceux-là, ce sera des permanents, en fait. Ce sera un petit pouvoir qui pourra se déclencher quand vous le voudrez pendant la partie. Vous allez avoir des bâtiments avec un symbole d'éclair ici. Ce sont des bâtiments qui vont s'activer uniquement au moment où vous le construisez, et ensuite ils ne s'activeront plus, sauf carte spéciale. Et vous allez avoir des bâtiments qui auront un effet pendant toute la phase 3, donc avec un petit symbole d'infini, un petit 3, donc ça veut dire pendant que vous jouerez la phase 3, ce bâtiment-là pourra être activé. Et vous aurez des bâtiments, enfin, qui auront un symbole de laurier, qui, eux, entreront en compte au décompte de fin de partie. Encore une fois, si vous l'avez construit, et il faudra regarder les conditions. Donc vous remarquerez assez vite que ces cartes-là ont beaucoup d'iconographie. Donc au début, c'est un peu déroutant, un peu impressionnant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas l'air d'avoir grand-chose à voir les unes avec les autres. On comprend pas trop les différentes actions possibles avec les cartes. C'est une des critiques qui a été faite au jeu d'ailleurs, parce qu'avant, il y avait un descriptif écrit de ce que faisait la carte, c'était plus simple de s'y retrouver. Et là, pour simplifier un peu la diffusion du jeu à l'international, ils ont mis un principe d'icône en enlevant le texte. Malgré tout, vous avez à chaque fois sur les cartes, en bas à gauche, un numéro. Donc chaque carte est unique, chaque carte a un numéro, et dans le livret de règles, vous avez la référence de chaque carte avec l'explication écrite de chaque carte. Donc c'est un peu embêtant pour les premières parties, parce qu'on est souvent obligé d'aller voir qu'est-ce que fait la carte exactement. Mais assez vite, on arrive quand même à comprendre l'iconographie, et du coup, ça devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile à jouer. Donc, ces cartes-là, on en a pioché 5 en début de partie, je reviens à mon tour de jeu. Et donc là, à la phase 3, à son tour, on va devoir jouer une carte de sa main pour déclencher une action. Les actions, il y en a 6 possibles, et en fonction de la couleur de la carte, donc vous avez bien remarqué que les cartes avaient une couleur, ces couleurs-là, elles sont au verso, mais on les retrouve aussi sur la couleur des bandeaux de chaque carte. En fonction de la couleur de la carte qu'on va jouer, on va déclencher des actions différentes. Première action possible, c'est je joue une carte dans la défausse pour gagner des personnages, des ouvriers,
de la couleur correspondante à la carte. Donc là, j'ai joué une carte violette. Je peux gagner 3 personnages violets. Donc là, vous avez la petite tête de jeu qui vous dit l'action gagner des personnages. Je joue une carte et je gagne 3 personnages de la couleur de la carte. Donc là, je prendrai 3 personnages violets, 3 ouvriers violets, et je viens les rajouter sur mon plateau à l'emplacement correspondant des personnages violets. Ça, c'est une action, voilà, très simple. J'ai joué ma carte, j'ai fait mon action, ensuite c'est au joueur suivant, dans le sens aigu d'une montre, de faire son action, donc on peut passer le petit jeton bleu éventuellement pour savoir où on en est, pour le joueur suivant, qui va à son tour jouer une carte, faire une des 6 actions de son choix, puis le joueur suivant, puis le joueur suivant, puis ça reviendra à moi. Bon, si on est à 2, ça fait aller-retour. Dès que tous les joueurs ont joué leur première action, on va retourner la première tuile de l'horloge ici, pour dire que la première action a été faite. Ensuite, on recommence, on fait une deuxième action, donc un deuxième tour. Et à nouveau, on peut choisir une carte pour la jouer, faire une action. Donc une autre des actions possibles, ça va être de gagner de l'argent. Donc là, par exemple, je pourrais jouer une carte grise, toujours pareil, en défausse, je la jette, pour gagner autant d'argent que la valeur du dé gris. Donc en gros, je joue une carte et je gagne autant d'argent que la valeur du dé de la couleur de la carte que j'ai jouée. Donc là, j'ai joué du gris, je gagne 5 pièces parce que le dé gris est de valeur 5. Si j'avais joué une carte violette, j'aurais gagné 6 pièces. Si j'avais joué une carte marron, j'aurais gagné que 2 pièces. Donc pareil, action très simple, elle est résumée juste en dessous ici. Autre action possible, c'est l'action pour faire reculer les catastrophes. Donc vous avez vu que ici, au début donc à la phase 2 de chaque tour, on va pouvoir faire monter les curseurs de catastrophes, et on veut surtout pas faire en sorte que les 3 marqueurs passent à droite, parce que sinon ça va déclencher les catastrophes. Donc je vais les expliquer juste après les catastrophes, que vous compreniez, mais on a un moyen de faire baisser, de refaire aller les curseurs vers la gauche, en jouant tout simplement une carte de la couleur de la catastrophe qui nous intéresse. Donc là par exemple, je pourrais rejouer une carte grise, une autre de ma main, pour faire baisser le marqueur de catastrophe gris, qui a augmenté pendant ce tour, et donc faire revenir un marqueur vers la gauche. Quand je fais ça, et à chaque fois que je ferai ça, à chaque fois que je ferai cette action de faire baisser les catastrophes, je gagnerai directement un petit point de victoire. Donc ça, faut pas l'oublier. Donc pareil, c'est bien résumé ici. Vous jouez une carte, et de la couleur de la carte, vous faites baisser un marqueur. Si vous le faites baisser, vous gagnez un point de victoire. Les catastrophes, je les expliquerai plutôt en fin d'explication de règles, parce que il faut avoir vu un peu toutes les actions pour comprendre l'impact de chacune. Donc je reviendrai dessus à la fin. Mais sachez qu'elles se déclencheront à chaque fois quand les 3 marqueurs, quand on verra le symbole danger apparaître, que les 3 marqueurs seront placés vers la droite. Elles se déclencheront immédiatement. Donc je continue les actions. L'autre action possible, ça va être de construire une muraille. Donc les murailles, vous avez toute une réserve ici de jetons, on ne peut les construire que directement adjacent à une muraille déjà construite, ou à notre tour. Donc au début de la partie, on peut construire que les murailles qui sont à droite et à gauche de notre tour. Pour construire une muraille, il va falloir jouer une carte de la couleur correspondant à la case de muraille sur laquelle on veut construire. Donc là, je pourrais jouer une carte rose ou une carte violette. Même principe, vous jouez la carte en défausse. Donc là, j'ai joué une carte rose. Et vous devez payer le coût indiqué sur la case sur laquelle vous voulez construire votre muraille. Donc j'ai joué une carte rose et je dois payer une pièce à la banque pour pouvoir prendre un jeton muraille et le placer à l'emplacement indiqué. Plus tard, quand reviendra mon tour, je pourrai continuer à construire des murailles, et là j'aurai le choix entre construire une muraille violette ou une muraille orange. Donc je devrais jouer soit une carte orange et payer 2 pièces, soit une carte violette et payer une pièce. Ces murailles-là, l'intérêt va être, quand vous arriverez à la 3e case d'un côté et ou de l'autre, ben ça vous fera marquer 3 points de victoire pour chaque côté à la fin de la partie. Et enfin, si vous arrivez à construire tout un côté de muraille, donc les 5 cases, les recouvrir avec un jeton muraille, tout de suite vous allez pouvoir récupérer la statue de Hans Hummel qui est disponible sur le plateau, et donc qui vaut plus ou moins de points, donc de moins en moins de points au fil du temps. La première vaut 9 pour une partie à 2 joueurs en tout cas. Une fois qu'elle est prise, si un joueur a construit ses 5 murailles d'un côté, il la garde à côté de lui, elle lui fera 9 points en fin de partie, et on met de disponible tout de suite la statue suivante qui vaut, elle, 7 points. Quand elle sera prise, on mettra la suivante, et au total, il y en a 4 de disponibles quand on joue à 2 joueurs. Si on joue à 3 ou 4, il y en aura plus.
Mais en tout cas, pour les récupérer, il faut avoir construit 5 murailles d'un côté ou de l'autre. Donc au maximum, on pourra avoir 2 statues pendant la partie, une pour la partie gauche, une pour la partie droite. Voilà pour l'action de construire des murailles, donc c'est pas très compliqué. Autre action possible, c'est l'action de mettre en jeu une fondation. Donc vous voyez que tout le verso des cartes sont des espèces d'échafaudages, de construction, de fondation en fait, pour construire des bâtiments. Et donc la construction des bâtiments va se faire en 2 phases, à part pour 2 bâtiments spéciaux que je vais expliquer. La première phase, c'est de mettre une carte fondation en jeu sur la droite de notre plateau. Quand on met une carte fondation en jeu, on joue donc une carte de couleur, peu importe laquelle, mais on doit pouvoir payer un ouvrier de la couleur de la carte. Donc on doit avoir l'ouvrier sur notre plateau et le défausser. Donc là j'ai joué une carte orange, je paye un ouvrier orange et j'ai mis ma fondation. Ça c'est la condition pour ensuite pouvoir construire un bâtiment, et c'est la dernière action donc possible à notre tour. Pour construire un bâtiment, je dois jouer une carte de ma main encore, sauf que là elle va pas en défausse, elle va pas en fondation, elle va venir par-dessus une fondation. Donc il faut avoir une fondation pour pouvoir construire un bâtiment, et pour pouvoir le construire, il va falloir payer tout simplement le prix indiqué en bas à gauche, en pièces, à la banque. Donc si je veux construire ce bâtiment, il me faut une fondation déjà. Je mets la carte par-dessus en laissant dépasser la couleur de la fondation, parce que ça peut avoir une importance. Par contre, je peux très bien jouer n'importe quelle couleur de bâtiment sur n'importe quelle couleur de fondation. C'est-à-dire que là, j'ai une fondation orange, je peux très bien construire un bâtiment violet par-dessus. Il n'y a pas de problème. Donc ce bâtiment-là, si je le construis, il me coûte 6 pièces. Et c'est à peu près tout. La plupart des bâtiments vont nécessiter donc des fondations et vont être construits sur la droite de notre plateau, à l'exception de 2 types de bâtiments particuliers. Ce sont les eaux, donc le symbole de girafe, et les parcs. Les eaux et les parcs, c'est des cartes qui peuvent être utilisées aussi comme fondation, pas de souci, on les place et on paye les ouvriers de la couleur, mais elles peuvent aussi être construites, et elles, par contre, elles seront construites à gauche de notre plateau, et elles ne nécessitent pas de fondation. Donc là, je peux très bien, à mon tour, faire une construction d'un zoo qui va me coûter 4 pièces, et que je place à gauche directement, sans avoir eu besoin de fondation. L'intérêt des cartes zoo, c'est qu'elles ont un rapport prix en pièces, point de victoire, qui est un peu plus intéressant que les bâtiments de base. Par contre, elles n'ont pas d'effet. L'intérêt des parcs, qui vont fonctionner exactement de la même façon, je peux construire un parc sur la gauche de mon plateau sans fondation, donc c'est le symbole d'arbre, c'est qu'à la phase 1, elles auront toujours un petit revenu. Donc je vous dis, c'est soit des pièces, soit des points de victoire, soit des cartes en plus. Voilà, ça va être quelque chose qui va vous aider pendant la partie. Et on a fait le tour des 6 actions possibles à notre tour, donc je récapitule rapidement. On joue une carte en défausse pour gagner 3 personnages de la couleur de la carte, 3 ouvriers qu'on met sur son plateau. On joue une carte en défausse pour gagner la valeur en pièces du dé correspondant à la couleur de la carte qu'on a défaussée. On joue une carte en défausse pour faire baisser le niveau de catastrophe de la piste de la couleur correspondante à la carte, et on gagne tout de suite un point de victoire. On joue une carte en défausse de la couleur de la muraille qu'on veut construire, en sachant qu'on ne peut construire que adjacent à la tour ou à des murailles déjà construites, et on paye le coût pour construire la muraille. Sinon, on joue une carte en tant que fondation, mais on doit pouvoir payer un ouvrier de la couleur de la carte qu'on utilise en tant que fondation. Et enfin, on joue une carte pour construire un bâtiment, soit sur une fondation en payant le coût en pièces, soit sur la gauche de notre plateau pour les eaux et les parcs, toujours en payant le coût en pièces, mais sans avoir besoin de fondation. Voilà toutes les actions qu'on va pouvoir faire à notre tour, et donc on va faire les actions à tour de rôle, une action après l'autre. Donc un joueur joue une action, donc joue une carte, puis l'autre joueur, on tourne. Dès qu'on a fait un tour, on enlève une tuile de la tour ici, et dès qu'on a utilisé les 4 tuiles, donc on a fait 4 tours, on a tous joué 4 actions, c'est la fin de la phase 3, donc d'action de cette manche. On passe alors à la 4e phase, qui est aussi une phase un peu simultanée, assez rapide. La première chose à faire à cette phase, c'est de regarder si un joueur a réussi à être majoritaire sur un des critères des jetons qu'on a sur notre plateau ici. Donc il y a plusieurs critères différents. Le premier, c'est la piste de la mairie. Si un joueur a réussi à être devant tous les autres joueurs, donc est vraiment majoritaire et le seul majoritaire sur cette piste ici, il va pouvoir retourner ce jeton-là, et il a gagné 4 points de victoire pour la fin de la partie. Donc c'est la première chose, il faut absolument être le seul devant.
Plus tard, si un autre joueur arrive à nous dépasser, il pourra aussi retourner son jeton, mais ça remet pas en cause celui qu'on a déjà retourné. Une fois qu'on a retourné un jeton, c'est validé définitivement, on le remet pas sur l'autre face. Donc il faut réussir à être le premier sur cette piste. Exactement le même principe avec les remparts. Le joueur qui aura construit le plus de remparts, s'il est le seul à avoir construit le plus de remparts, il va pouvoir retourner ce jeton-là pour la majorité sur les remparts. Et même chose, on pourra le dépasser plus tard, où il va essayer de rester devant pour éviter que les autres joueurs retournent aussi ce jeton. On va avoir le même principe sur la piste de points de victoire, donc assez spécial, mais si un joueur arrive à se démarquer des autres pendant la partie, en sachant que des points de victoire pendant la partie, on va pas en gagner beaucoup, la plupart des points vont être gagnés en fin de partie, mais voilà, chaque fois qu'on fait baisser la catastrophe, on gagne un point, et il y a quelques autres cartes qui vont nous permettre aussi de gagner des points, celle-là notamment, pendant la partie. Donc, dès qu'un joueur est devant sur la piste de points de victoire, il pourra retourner à cette phase 4 son jeton pour avoir 4 points aussi. Ensuite, on va avoir la majorité pour les cartes zoo. Donc celui qui a le plus de cartes de type zoo va pouvoir retourner son jeton. Et la majorité pour les bâtiments. Donc les bâtiments qui seront sur des fondations. Parce qu'il faut bien noter que les zoos et les parcs ne sont pas considérés comme des bâtiments. Donc chaque fois qu'on fait référence à un bâtiment, on fait référence aux bâtiments qui sont sur la droite de notre plateau, les bâtiments construits. Les zoos et les parcs ne sont pas des bâtiments. Donc là, celui qui aura construit le plus de bâtiments pourra retourner aussi son jeton. Donc on fait cette vérification-là à chaque fois, à la 4e phase d'un tour de jeu. Ensuite, deuxième étape, on va tout simplement faire descendre le clair de sa fenêtre vers la petite piste en bas. Et l'intérêt de ça, c'est que à partir du moment où on a un personnage ici en bas, ça devient un multiplicateur de points de victoire en fin de partie. Ça veut dire que là, tous les bâtiments violets qu'on aura construits en fin de partie vaudront 1 point, parce qu'il y a un personnage. Donc les bâtiments avec ces 4 symboles-là, donc là il y en a un, c'est le symbole de l'église, il vaut 1 point là dans cette configuration-là, si en fin de partie on est comme ça. Mais vous allez voir que plus tard, des personnages, il pourrait y en avoir plusieurs sur la même case, et si, admettons, il y a 2 personnages sur la case 1, tous les bâtiments violets construits par les joueurs vaudront 2 points en fin de partie. En fonction des lancers de dés, en fait, le dé noir va déterminer où vont se placer les clairs et où vont être les multiplicateurs de points de victoire en fin de partie. On pourra avoir des personnages sur le D6. Du coup, ce seront les cartes de parc et de zoo qui vaudront des points de victoire en fonction du nombre de personnages qui est placé là. Donc à la phase 4, on fait juste descendre le personnage de sa fenêtre vers la marche correspondante. Ensuite, on va désactiver les bâtiments. Bon, j'ai pas encore expliqué comment activer les bâtiments, je vais y revenir vite fait. Mais en gros, chaque fois que vous prenez un bâtiment qui va s'activer à une phase bien précise, vous prenez aussi un petit jeton d'activation qui va avec. Et quand vous activerez ce bâtiment, vous mettrez le jeton dessus pour dire que vous l'avez activé et que vous ne pouvez plus l'utiliser pendant cette manche. Les bâtiments, pour la plupart, sont à usage unique. C'est la même chose pour les parcs. Les parcs, dès que vous avez récupéré votre revenu, vous mettez le jeton dessus. Bon, à la phase 4, normalement, vous avez fini d'activer tout ce que vous avez activé, vous enlevez les petits jetons, vous les mettez à côté. Et enfin, on passe le blason et le jeton Stefan Feld au joueur à sa gauche. Donc le premier joueur va changer. Et on est prêt pour recommencer un nouveau tour, donc en passant à la phase de pioche de cartes. Donc là, on aura nécessairement des cartes qui nous restent en main. Normalement, il en restera une si on est dans la limite de 5 cartes en main. Et donc, on va pouvoir repiocher les cartes, comme je vous ai dit, des tas qu'on veut, en fonction des actions ou de ce qu'on a envie de faire. Et vraiment, tout le jeu va vraiment être dans cette gestion de cartes et de couleurs de cartes par rapport aux différentes actions qu'on va pouvoir faire. Donc ça, c'est mal. Quand on aura fait la 8e manche, donc on aura placé notre 8e clair sur l'église, qu'on aura fini le tour, on aura donc tous nos personnages qui seront placés en bas ici. On passera tout simplement à la fin de la partie et au décompte de fin. Pour le décompte de fin, vous avez une petite aide de jeu aussi qui vous explique tout ce qui va compter. C'est assez simple aussi. Vous allez tout simplement compter tous les points des bâtiments que vous aurez construits à droite et à gauche de votre plateau. Donc les petits points qui sont dans les boucliers à droite des cartes. Vous additionnez tout ça et vous faites avancer votre personnage sur la piste de points de victoire. Ensuite, vous allez marquer les points de tous les bâtiments qui ont un symbole de laurier. Donc là, il faudra regarder, ce sont des points conditionnels. Vous allez avoir celui-là, il va vous faire marquer 2 points par bâtiment de type bière ici. Je sais plus comment il s'appelle.
que vous aurez construit. Donc au moins 2 points puisque ça en est déjà un. Et donc si vous faites ça, vous essayerez d'en avoir plus. Ensuite, vous allez marquer des points par rapport au personnage noir, donc au clair qu'on a placé là. Donc vous allez regarder combien de bâtiments violets vous avez, vous allez multiplier par le nombre de personnages qui sont sur la marche correspondante. Pareil pour chacun des types de bâtiments, ça vous fait un certain nombre de points que vous marquerez aussi directement. Vous marquerez aussi donc les points des tours, si vous des remparts, pardon. Si vous avez atteint les cases 3 à droite et à gauche, ça fera 3 points plus 3 points éventuellement. Et les points des statues que vous aurez récupérés si vous avez construit tous les remparts. Ensuite, vous allez marquer les points des petits jetons de majorité que vous aurez réussi à retourner pendant la partie. Et enfin, vous allez marquer les points de l'endroit où vous serez arrivé avec votre personnage sur la piste de la mairie. Les points sont indiqués sur la gauche, donc plus vous serez allé loin, plus vous marquerez de points, jusqu'à 18 points. En sachant que si vous arrivez avant la fin de la partie sur la dernière case et que vous devez continuer à avancer, vous marquerez directement 4 points pendant la partie, à chaque fois que vous devrez avancer sur cette piste. Voilà, et c'est tout, on fait le total de tout ça, celui qui a le plus de points remporte la partie, en cas d'égalité, c'est celui à qui il restera le plus d'argent qui remportera la partie. Donc c'est tout pour les règles du jeu de base de Hambourg. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer quand même, vous montrer quelques cartes pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne au niveau surtout de l'iconographie. C'est quand même assez simple, hein, une fois qu'on a compris. À chaque fois que vous aurez un symbole de flèche rouge, c'est quelque chose qu'il faudra dépenser. À chaque fois que vous aurez un symbole de flèche vert, c'est quelque chose que vous gagnerez. Donc là, par exemple, cette carte, c'est un parc. Quand vous la construisez, à la phase 1, à chaque fois, vous gagnerez un personnage violet. Un ouvrier violet que vous mettrez dans votre réserve. Ici, c'est un bâtiment que vous pourrez activer donc à la phase 3, la phase d'action, pendant que vous jouerez vos actions, n'importe quand, vous allez pouvoir activer ce personnage. Et pour ça, vous allez pouvoir dépenser un personnage orange pour gagner, donc pour cette carte en particulier, elles sont toutes différentes. Hein. Vous dépensez un personnage orange et vous allez pouvoir gagner autant de points de victoire qu'il y a de dés de valeur 1 sur la piste ici. Et donc un maximum de 6 points de victoire, puisqu'il y a 6 dés possibles. Si tous les dés sont de valeur 1. Donc là, ce pouvoir-là, il serait bien utile avec cette configuration-là, puisqu'il y a 3 dés de valeur 1, ça me fait gagner 3 points de victoire directement, en dépensant un personnage. Ce bâtiment-là, à la phase 3 toujours, vous allez pouvoir dépenser un personnage gris pour pouvoir piocher une carte de n'importe quelle couleur et l'utiliser tout de suite pour faire une action. Donc le petit engrenage, c'est le symbole des actions, vous l'avez aussi ici. La petite pioche ici avec la flèche, c'est gagner une carte. Le personnage gris avec une flèche rouge, c'est dépenser un personnage gris. Donc vous voyez que les icônes, on les comprend petit à petit assez facilement. Celle-ci, par exemple, elle vous dit que vous pouvez dépenser un personnage violet pour gagner 2 pièces par fondation violette. Donc les fondations, c'est les petites cartes avec le trait bleu, là, par fondation violette que vous possédez dans votre zone de jeu. Et il y a là tout un tas, donc je vous dis les cartes eau, elles font juste des points de victoire en fin de partie, et ensuite il faudra regarder un peu tout ce qui existe. Celle-là par exemple, carte éphémère, elle vous dit que vous allez pouvoir chercher dans la défausse n'importe quelle carte d'artiste, donc de ce type-là, et la construire gratuitement sur une fondation qu'il faudra avoir quand même, mais sans payer le coût. Et la défausse est consultable à tout moment, donc vous pourrez aller voir quelles cartes sont disponibles dans la défausse. Et donc ce symbole-là, avec le petit symbole de recyclage, c'est le symbole de défausse. Voilà, après vous avez le symbole de tour ici, là vous dépensez un personnage gris pour pouvoir tout de suite construire un rempart, mais par contre vous devrez payer le double de pièces qui sont indiquées dessus. Et après, il y a des petits pouvoirs, celle-ci, éphémère, tout de suite, vous allez pouvoir avancer d'une case sur la piste de mairie sans payer de pièces. Elles sont vraiment toutes assez variées et ça crée pas mal de stratégies. Vous allez avoir des cartes qui vont faire marquer des points en fonction des différents symboles. Donc celle-là, elle a plusieurs symboles directement dessus. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir et de synergies à avoir avec ces différentes cartes. Je peux maintenant vous expliquer les différentes catastrophes qu'on va pouvoir trouver dans le jeu. Donc la première piste, c'est la catastrophe qui s'appelle éboulement. Donc cette catastrophe-là, quand elle s'active chez un joueur ou chez plusieurs joueurs, on est obligé de détruire un rempart qu'on a construit. On choisit celui qu'on veut et on l'enlève.
ce qui nous fera perdre un peu du temps et nous obligera à le reconstruire si on veut notamment avoir les points de victoire, ou si on veut essayer de récupérer les statues. La deuxième piste, c'est la piste des incendies. Donc celle-là, elle est méchante aussi, elle va vous obliger à détruire un bâtiment que vous avez construit. Vous laisserez la fondation, la carte fondation, et vous devrez défausser la carte bâtiment, la mettre en défausse, en sachant que c'est obligatoirement un bâtiment, donc une carte sur la droite de votre plateau. Les eaux et les parcs, je vous le rappelle, ne sont pas considérés comme des bâtiments. La piste juste en dessous, c'est les émeutes. Donc les émeutes, quand elles se déclenchent, vous perdez tout votre argent. Donc toute votre réserve d'argent part dans la réserve générale, vous n'avez plus de sous directement. La piste encore en dessous, la piste marron, ce sont les maladies. Et donc là, c'est le même principe que l'argent, mais avec les ouvriers. Vous allez perdre tous vos ouvriers directement, vous les remettez en réserve, et vous recommencez avec 0 ouvrier. Et enfin la dernière piste, la violette, ce sont les inondations. Donc là, vous devez défausser un de vos sites de construction, donc une de vos fondations. Vous l'enlevez, vous le mettez dans la défausse, et si vous avez que des fondations avec des bâtiments dessus, le bâtiment, vous le reprenez dans votre main. Donc il n'est pas détruit, vous le perdez pas, mais il va falloir le reconstruire et le repayer. Donc ça peut être aussi méchant. Ces catastrophes, dès lors qu'elles se déclenchent, vous faites ce que je viens de dire, et tout de suite vous remettez les 3 jetons sur la gauche. Donc ça se déclenche une fois, et après ça repart à 0, il faut à nouveau remonter les jetons pour redéclencher les catastrophes. Donc il faut en tenir compte, ça peut être assez méchant. Il me reste maintenant à vous expliquer les différents modules et les différentes extensions que vous allez pouvoir utiliser dans le jeu pour varier un peu les parties et enrichir un peu le jeu. Donc la première, c'est l'extension des mers. Donc vous allez avoir des petites tuiles comme celle-ci que vous allez mélanger en début de partie et vous allez en distribuer une à chaque joueur. Et les joueurs vont pouvoir analyser donc le recto et le verso de ces tuiles pour utiliser un des deux côtés. Ça va vous donner les ressources de départ, donc c'est-à-dire que en utilisant cette extension, vous ne commencerez pas avec un ouvrier de chaque couleur et 5 pièces, vous commencerez avec ce qui est indiqué sur la gauche ici. Donc lui par exemple, vous commencerez avec 10 pièces et aucun ouvrier. Et en plus des ressources de départ, vous allez avoir un petit pouvoir permanent que vous pourrez utiliser pendant toute la partie. Donc ces pouvoirs-là, ils sont tous expliqués, il faudra les analyser et voir ce qui vous paraît judicieux. Donc de ce côté, vous commencez avec 5 pièces et 2 ouvriers de chaque couleur, et vous aurez une fois à chaque phase 3 d'un tour la possibilité d'utiliser d'activer 2 fois un bâtiment spécifique. Donc au lieu de normalement quand on les active on met un petit jeton d'activation dessus, c'est activable qu'une fois par tour. Grâce à lui vous pourrez activer un bâtiment 2 fois pendant la phase 3. Bon, c'est un exemple, je vais pas tous vous les passer, mais c'est toujours le même principe, vous avez les ressources de départ à gauche et un petit pouvoir permanent que vous allez pouvoir utiliser pendant la partie, donc ça crée un peu d'asymétrie et c'est plutôt pas mal. Autre extension, l'extension des bateaux. Donc l'extension des bateaux, ça vient avec un petit plateau comme celui-ci, que je vais mettre ici pour l'explication. Normalement vous le mettez à côté, mais bon je vais pas tout changer. Et vous allez avoir les petits bateaux correspondants. Donc ces bateaux-là, vous les mettez sur leur couleur à côté des petits poteaux, là ils sont hackés en début de partie. Donc il y en a un de chaque couleur de dés. Donc tant qu'ils sont en bas, ils ne sont pas actifs. Et à partir du moment où vous jouez avec cette extension, à chaque fois que vous allez lancer les dés, il y aura une petite phase en plus. Chaque dé de valeur 3 ou 4 va permettre d'activer les bateaux correspondants. Donc si vous faites un 3 avec l'orange, vous ferez monter le bateau orange. Si vous avez fait un 3 avec le rose, vous ferez monter le bateau rose. Donc pour cette manche, il y aura ces 2 bateaux qui seront actifs. Et donc l'intérêt de cette extension, c'est que ça va donner un peu plus d'importance à la construction des murailles, parce qu'à chaque fois qu'un joueur va construire une muraille, il pourra décider d'activer un des bateaux, pardon, pas deux, là il y en a 2 pour l'exemple, mais un des bateaux qui sera en zone active de son choix. Donc quand on va jouer une carte pour construire une muraille, donc là par exemple je joue ma carte rose pour construire ma muraille rose, je vais pouvoir activer n'importe quel bateau, mais pour le faire, il faut que je puisse dépenser un personnage rose, un ouvrier. Donc ça coûte un ouvrier, un marin, de la couleur de la carte que j'ai jouée, et une fois que je l'ai payé, je peux activer le pouvoir de n'importe quel bateau actif ici. Et ces pouvoirs-là, ils sont plutôt intéressants. Vous avez le bateau violet ici qui va vous permettre de gagner directement 4 pièces. Vous avez le bateau orange qui va vous permettre de gagner 3 personnages de la couleur de votre choix. Vous prenez 3 ouvriers directement de la couleur de votre choix. Ce bateau-là, il va vous permettre de
en fonction de la muraille, de la couleur de muraille que vous avez construit, de prendre une carte de la couleur, de la même couleur de la muraille. Donc là, je construis une muraille rose. Je vais prendre une carte rose et je vais pouvoir jouer tout de suite cette carte pour faire une des 6 actions possibles. Donc, je peux la jouer en fondation, je peux la jouer pour gagner des pièces, je peux faire ce que je veux. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez celui-là, le bateau rose, qui va vous permettre de payer 3 pièces pour faire avancer tout de suite votre mer sur la piste de la mairie. Ce bateau-là, qui va vous permettre tout de suite de réactiver une carte d'action éphémère que vous avez construite devant vous. Et ce bateau-là, qui va vous permettre tout de suite de faire baisser un niveau de catastrophe sur vos pistes de catastrophe. À la fin d'une manche, pendant le nettoyage, tous les bateaux reviennent à quai, tout simplement. Et en fonction voilà, du lancer suivant, il y en a d'autres qui deviendront actifs. Des fois, il n'y en aura pas du tout. Donc voilà pour les bateaux qui vont avoir un intérêt, je vous dis, quand vous construirez les murailles. Autre extension possible, ça va être les jetons d'intrigue, donc une extension assez facile. Par défaut, vous avez des jetons intrigue avec uniquement un type de catastrophe possible, donc pour faire déplacer les marqueurs vers la droite de catastrophe. Il y a une extension qui va vous permettre de rajouter, donc vous les mélangerez aux jetons intrigue, des jetons intrigue avec 2 catastrophes directement. Donc quand vous le piochez, vous devrez avancer les 2 marqueurs correspondants. Et de temps en temps, vous avez aussi des marqueurs avec une catastrophe et un petit bonus. Donc là, vous faites avancer la catastrophe des émeutes et vous gagnez un point de victoire. Ici, c'est la catastrophe des éboulements et vous gagnez 2 pièces. Donc voilà, c'est des petits jetons que vous pouvez rajouter à la pioche des jetons intrigue. Donc très simple à mettre en place. Ensuite, vous avez la petite extension des statues. Donc vous avez la statue de Hummel en premier, mais vous allez pouvoir jouer aussi avec la statue ou les statues de Lemon Jet. Donc Lemon Jet, c'est les statues qui, elles, vont faire gagner des pièces. Donc là, pareil, en fonction du nombre de joueurs, vous aurez une mise en place à faire avec un certain nombre de statues. Les statues de Lemon Jet, elles valent 12, 9 et 6 pièces, elles seront toujours en jeu, et elles viendront à côté des statues de Hummel. Quand vous gagnerez une statue, donc en construisant vos remparts, vous choisirez si vous voulez celle qui vous rapporte les points de victoire en fin de partie, ou celle qui vous rapporte les pièces immédiatement. Et de la même façon, vous gagnez la statue et vous la remplacez par la statue suivante de valeur strictement inférieure. Donc pareil, une petite extension rapide à mettre en place qui peut être intéressante. Avant-dernière extension à expliquer, c'est l'extension de la bourse. Donc hop, je vais pousser ce plateau-là. Ça vient aussi avec un nouveau plateau, c'est celui-ci, donc vous mettez aussi à côté du plateau principal. Vous avez un petit marqueur à mettre sur la position 1, et vous allez avoir des tuiles comme celle-ci, des tuiles vertes, que vous allez mélanger en début de partie et que vous allez placer en tas, côté vert, au centre ici. Cette extension-là, ça va permettre d'améliorer ou de dégrader les actions que vous allez faire pendant la partie. Donc la tuile la plus au-dessus, c'est la tuile active pendant la partie. Là, celle-là vous dit par exemple que à chaque fois que vous ferez l'action de gagner des pièces, donc vous défaussez une carte pour gagner autant de pièces que la valeur d'un dé, là le jeton ici, vous gagnerez une pièce de plus. Quand un joueur aura fait cette action, il aura gagné sa pièce de plus, il augmentera le marqueur ici. Le joueur suivant à faire cette action de gagner des pièces gagnera 2 pièces de plus. Et il augmentera le marqueur. Le joueur suivant gagnera 3 pièces de plus, et il va faire passer le marqueur ici, et quand le marqueur passe ici, la tuile est retournée, et là, l'action va être dégradée. Le joueur suivant qui va vouloir faire cette action, lui, va prendre une pièce en moins, puis 2 pièces en moins, puis 2 pièces en moins, et une fois que le jeton revient à 1, on défausse la tuile, et c'est une nouvelle tuile qui va entrer en jeu. Celle-ci, par exemple, elle va vous permettre de payer moins cher les bâtiments que vous allez construire, en tout cas sur la partie verte, et de les payer plus cher sur la partie rouge. Et ça va être ce même principe pour les différentes actions et quelques autres trucs. Donc voilà, ça vient un peu modifier l'intérêt des actions en fonction de où on en est sur cette piste. Et un petit peu dans le même principe, la dernière extension, c'est l'extension des tuiles claires. Donc ces tuiles-là, il y en a plusieurs. Vous allez en prendre 6 en début de partie au hasard. Vous allez les jeter sur la table et vous allez les placer sur les vitraux, sur les différents vitraux. Donc ces tuiles vont avoir une face positive et une face négative à chaque fois.
Et quand vous allez placer donc votre personnage avec le dé noir sur une des tuiles ici, un des vitrails, ben, ça va activer ce petit pouvoir pendant la manche en cours. Et donc là, ben, pareil, il faudra les lire, mais c'est un peu le même principe que la bourse. Vous allez améliorer ou dégrader un certain type d'action. Donc là, par exemple, on vous dit que quand vous allez construire un bâtiment, ben, vous paierez 2 pièces de moins pendant toute cette manche. Donc ça va être intéressant pendant cette manche d'optimiser et de construire un maximum de bâtiments. Une fois que la manche sera terminée, le personnage va descendre, on va retourner la tuile. Et là, ça va rendre la tuile moins intéressante, ou plutôt c'était l'inverse, là c'était payer 2 pièces en plus, et là c'est 2 pièces en moins. Et donc ça va alterner comme ça en fonction de l'endroit où sera placé le personnage noir, et vous aurez voilà, différentes choses qui vont arriver. Ici par exemple, pour monter sur la piste du maire, ça coûte 2 pièces en moins, si vous avez le personnage dessus, et derrière ça va coûter 2 pièces en plus. Voilà, vous avez différentes tuiles, je vous dis, elles sont toutes expliquées, c'est pour bonifier ou dégrader les actions, exactement comme l'action de la bourse. Et d'ailleurs, on vous dit dans la règle qu'il ne faut pas jouer avec ces deux extensions en même temps. Elles font un peu la même chose, et il faut, voilà, il vous conseille pas du tout de jouer avec ces deux-là. Toutes les autres extensions peuvent être rajoutées en même temps, mais ces deux-là, généralement, on en choisit une ou l'autre, si vous voulez jouer avec. Et on a fait le tour de toutes les règles de Hambourg et de ses extensions, en tout cas pour la partie multijoueur. Il y a aussi un mode solo dans le jeu, mais je ne l'ai pas lu et je ne l'expliquerai pas. Pour ce genre de jeu, je préfère vraiment jouer en multijoueur. Donc ça se joue très bien à 2, je pense que ça doit se jouer bien dans toutes les configurations, j'ai pas essayé à 5. Voilà, encore un très bon jeu de Stefan Feld, donc c'est un auteur que j'aime beaucoup. Celui-là, voilà, j'avais pas du tout joué à Bruges, donc je voulais tester cette nouvelle version, et je suis pas déçu, j'ai trouvé ça très chouette. Un bon petit jeu, donc le seul petit défaut, on va dire, c'est toute cette iconographie, il y a des icônes dans tous les sens, et on est un peu perdu au début, mais comme je vous dis, vous avez dans les règles la description de tous les bâtiments. Si vous avez un doute, vous pouvez aller voir, vous avez la description de toutes les tuiles, enfin, vraiment tout est expliqué. Donc pour les premières parties, voilà, il faudra aller voir un peu dans les règles. Ensuite, bah, vous aurez à peu près compris comment ça fonctionne, et ça fonctionne très bien. Donc encore un très bon jeu, plutôt expert, que je vous conseille. Bon jeu!